Salut les amis, il y a un groupuscule de personnes qui disent que Maurice Kamto va en France rencontrer Macron pour apprêter ses dossiers pour devenir président de la République du Cameroun. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cela. Si c'est votre premier, moi c'est Maître Cyril, chroniqueur politique, vous êtes la bienvenue. Un groupuscule de personnes qui seuls font sur l'actualité et prennent les destinations des uns et des autres pour créer la division. Et je les appelle les éternels opportunistes. Ils n'ont rien à offrir, ils vous promettent l'avenir, ils vous miroitent l'avenir dans leurs différents camps, mais ils n'offrent absolument rien. Critiquent tout ce qui passe et cherchent à être les donneurs de leçons. Dans l'extrait de la pensée de Maurice Kamto aujourd'hui, voici exactement ce qu'il dit pour ces gens-là. Analyse de la pensée de Maurice Kamto numéro 66-2025 à la lumière de la présidentielle camerounaise d'octobre 2025. La pensée numéro 66-2025 de Maurice Kamto est une charge directe contre l'injustice institutionnalisée et le mensonge érigé en système de gouvernance au Cameroun. Dans cette déclaration dense et engagée, le candidat de l'Alliance pour le changement, l'APC, met en garde le régime actuel contre les conséquences inévitables d'un coup d'État qui refuse de rendre justice à ses citoyens. Il rappelle une vérité historique et anthropologique. Tout corps social, même les plus résignés, finit par réagir lorsque les abus atteignent un seuil intolérable. C'est un avertissement solennel lancé au pouvoir, en place à quelques mois de la présidentielle prévue pour octobre 2025. Kamto affirme que la justice est un besoin fondamental. Lorsqu'elle est refusée, le peuple se tourne vers des formes alternatives, parfois dangereuses, pour la retrouver. Le glissement vers l'autojustice ou la révolte est alors présenté non pas comme un choix idéologique, mais comme une conséquence inévitable de l'oppression. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte où la défiance envers les institutions judiciaires et électorales camerounaises est à son comble, nourrie par des décennies de manipulation, de corruption et d'impunité. Il dénonce également la torsion de la loi, non pour encadrer le vivre ensemble, mais pour opprimer. Le message est limpide. Quand la loi cesse d'être un instrument d'équité et devient une arme de domination, elle finit par provoquer ce qu'elle prétend prévenir, la rébellion. La pensée de Maurice Kamto trouve ici un écho particulièrement fort dans le climat actuel d'avant-élection, où les arrestations arbitraires, les interdictions de meeting, les infiltrations de partis et la désinformation affaiblissante profondément le processus démocratique. L'ancien ministre de la Justice poursuit sa réflexion en s'attaquant aux menteurs, ces gouvernants qui bâtissent leur pouvoir sur la tromperie. Il alerte cette stratégie est à terme suicidaire. La répétition d'un mensonge, aussi bien structurée soit-elle, ne saurait remplacer la légitimité. Il vise clairement les campagnes d'intoxication et de manipulation ethno-linguistique qui minent le débat public camerounais. En mettant en lumière les barrières historiques, notamment l'identitaire, linguistique et informatif, Kamto accuse le régime d'entretenir une architecture de division pour se maintenir au pouvoir. Enfin, la métaphore de la famille maltraitée avec un père tyrannique et des enfants silencieux rappelle que le silence du peuple n'est pas consentement. Le soulèvement peut venir de ceux que l'on pense briser. À travers l'image de Torota, Maurice Kamto décrit la dynamique d'un peuple apparemment résigné mais profondément blessé, prêt à se détourner définitivement de ses bourreaux dès qu'une alternative crédible et rassembleuse se présente. Ensemble, cette pensée numéro 66-2025 constitue à la fois une mise en garde et une profession de foi. Elle avertit le régime que la paix sociale ne peut être durablement obtenue au mépris de la justice et de la vérité. Et elle trace les lignes d'un projet de refondation politique fondé sur l'intégrité, l'unité nationale et la restauration de la dignité citoyenne. Dans cette campagne présidentielle, Maurice Kamto se positionne donc comme le porte-parole d'un peuple au bord de la rupture, mais encore attaché à un changement pacifique. On a parlé de moyens tantôt, Éric Essoussé. Les moyens suffisants ont-ils été mis à votre disposition pour organiser seulement les Toujours, comme je vous l'ai dit, l'État, c'est son
c'est son rôle, c'est son devoir, fait tout pour que nous ayons les moyens à temps pour que nous puissions organiser les élections et que vraiment le jour J, tout soit en place. Et à ceux qui disent, qui prétendent que la loi électorale est perfectible ou très perfectible, qu'est-ce que vous répondez? Bien sûr, toute loi est perfectible, elle est dynamique. Vous savez, les sociétés humaines, elles font des mutations. La loi est perfectible, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y en a qui parlent souvent que les délais de proclamation des résultats sont un peu longs, c'est 15 jours. Il y a des niches comme ça où on peut améliorer. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, on ait de bons résultats. Je pense que c'est ça. Il y en a qui réclament qu'on puisse s'inscrire à 18 ans. Mais il y a pas mal de possibilités. Mais je pense que tant que la loi est là et qu'elle s'applique, on l'applique en attendant les évolutions qui vont venir. Alors vous parliez vous prenez l'exemple de ce qui se fait à côté, dans un pays voisin du Cameroun, il y a quelques semaines une consultation électorale majeure et les résultats de cette élection présidentielle ont été rendus publics quelques heures après et beaucoup se demandaient pourquoi est-ce qu'on ne dupliquerait pas cet exemple en tout cas, dans le cas du Cameroun. Même sur le Cameroun, on a les résultats quelques heures après. Bon, maintenant, il faut seulement que les instances légales le fassent. Mais les partis politiques, les candidats, chacun sait déjà, puisqu'il a le PV. Dès que tu as ton PV, tu agrèges tous les résultats de tes PV, tu as ton résultat. Bon, maintenant, il faut que les instances légales, le Conseil constitutionnel, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, fassent le travail. Mais au fond, tout est déjà connu. Les états-majors connaissent déjà les résultats. Mais on va améliorer. Le temps va permettre qu'on améliore. Mais je pense pas que c'est ça qui permet que quand on a perdu, on a gagné. Je pense pas. Quand on a perdu, on a perdu. Quand on a gagné aussi. Et on le sait même déjà. Puisque nous, comme nous avons déjà des résultats, dès qu'on a fini, plus on a les PV. Les partis politiques aussi ont les résultats, plus ils ont aussi les PV. Donc, vraiment, c'est quoi que mais si on se réfère en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, si on se réfère à la dernière consultation électorale au niveau de la présidentielle, il s'est posé justement ce problème lors du contentieux. Beaucoup s'étonnaient, se demandaient comment certains partis politiques ont fait pour annoncer aussi précipitamment que son candidat aurait eu la majorité des suffrages. Mais là, maintenant, c'est la politique. Parce qu'ils masquent les chiffres. Ils ont leurs vrais chiffres. Maintenant, ils masquent ça pour parler autre chose. Mais ça les rattrape toujours, à la fin. Puisque le jour J, c'est le jour J. Il n'y a plus moyen de faire autrement. Les résultats sont là. Les PV, ils ne peuvent même pas contester. Ceux qui ont gagné, on les PV. Ceux qui ont perdu, on les PV. Si on veut, on les constitue même à la place publique. Ça va donner la même chose. Alors, l'un des discours qu'on a souvent entendu lors des campagnes de mobilisation des électeurs, c'est qu'il faudrait que les citoyens électeurs surveillent leur vote jusqu'au terme du processus. Est-ce que cela ne traduit pas un déficit de confiance en ELECAM? Je pense pas. C'est le jeu politique. Même, c'est pas seulement au Cameroun, dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde jouent. Les candidats sont nerveux, ils sont suspicieux, ils sont soupçonneux. Bon, alors vraiment, je pense que ce n'est pas une question locale, c'est une question qui concerne le jeu politique. C'est normal, parce que quand on va au combat, on est toujours pressé de savoir qu'on va gagner ou qu'on peut gagner. Donc, il est normal que les gens suivent et puis, ce qui est grave là-dedans, c'est que il y a, je pourrais dire, n'est-ce pas, il y a des apprentis sorciers qui ne connaissent rien et qui rentrent dedans, et qui, dans les réseaux sociaux, commencent à balancer de n'importe quoi. C'est ça qui va. Mais qu'est-ce qui, de votre point de vue, devrait amener un militant d'une formation politique quelconque de faire confiance à l'ELECAM, au PV que l'ELECAM brandit à la fin, plutôt qu'à une autre possibilité? Mais c'est une culture politique. Il faut former les militants. Il ne faut pas seulement qu'on les invite à aller voter. Il faut leur dire qu'on peut gagner, on peut perdre. C'est une culture politique. Ça se forme. Il faudrait aussi que l'ELECAM gagne en crédibilité. Vous pensez que ce pari est gagné déjà? Depuis longtemps. Ils sont très crédibles au plan international, au plan national. Nous avons des trophées partout ailleurs. Donc vraiment, sur la crédibilité, le débat est déjà réglé. C'est déjà réglé. Maintenant, pour le reste, c'est la question de tendance et d'humeur. Vous avez souvent des échanges. On a vu des délégations d'officiels, de hauts diplomates venir
séjourner ici. Quelle est de manière générale, quelles sont leurs préoccupations? Les préoccupations, ils viennent parce qu'ils veulent nous aider à organiser, n'est-ce pas, à voir ce qui est possible de leur côté, de nous aider au plan technique, au plan de la formation, soit des médias, des journalistes, la société civile, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est possible pour qu'on arrive à un scrutin impartial, juste et crédible, et c'est tout ça. Mais ce qui m'a toujours frappé, et ils l'ont souvent dit, les représentants des Nations Unies, même d'autres, ils disent que ce qui nous frappe, c'est qu'il est quand même crédible, parce que on a moins de récriminations contre vous. Et il y a pas longtemps, un haut responsable des Nations Unies nous l'a dit. Et un jour anxieux, un haut responsable de l'ambassade des États-Unis, il y a quelques années, il dit, je comprends pourquoi elle est une bonne institution, parce que je vois que vous maîtrisez votre système électoral. Il nous l'avait dit. Donc c'est pour dire que nous sommes crédibles. Nous maîtrisons ce que nous faisons. Mais un système électoral qui reste à parfaire. Ben, bien sûr, comme tout est à parfaire. Tant que l'homme vit, ça va tout se parfaire. Hein. La créativité est éternelle. Elle va tout se faire. On a commencé par la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est au numérique, au digital, à l'intelligence artificielle. Et elle va continuer. Hein. Dans les élections, c'est la même chose. C'est ouvert. Mais, Monsieur le Directeur général, on observe quand même un certain tumulte autour de la scène sociopolitique d'ailleurs, nationale. Mais vous gardez une sérénité. Bien sûr. Qui déconcerte. Parce que nous sommes des professionnels. Le professionnel, il maîtrise les enjeux et les fondamentaux. Il sait sur quels paramètres il faut jouer pour que ça marche. À partir de là, et la loi est là pour nous aider. Si on était que c'est la cour du roi plutôt, là c'est compliqué, mais là on est dans un cadre normatif précis. Et nous le suivons de manière claire. Et nous savons qu'en le faisant,